Aujourd'hui, nous allons parler de la rénovation de la cathédrale de Cavaillon. À tout de suite. Et oui, une rénovation vraiment très importante maintenant, une merveille après 5 années de travaux. La cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran de Cavaillon a ouvert ses portes au public. 5 années entièrement rénovées par une trentaine d'artisans, des pierres à la peinture, en passant par le bois de l'autel et la toiture. Bref, maintenant, elle est absolument superbe. Et qui a suivi ces travaux ? Une agence de production audiovisuelle, Studio One. Bonjour Thierry Jourdan. Alors, on m'a indiqué que ce travail avait été fantastique. Or, comment s'est déroulée la démarche ? Vous avez été demandé par Cavaillon pour suivre dès le début le travail de cette rénovation ? Bonjour Teddy, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Alors, au tout début, on a été mandaté par la ville de Cavaillon, qui nous a demandé au début des travaux, donc c'était juste après la période du Covid, juste après le déconfinement, de faire des petits reportages de 2-3 minutes qui mettaient en ligne pour informer donc les Cavaillonnais que les travaux allaient commencer. Donc on était dans un système de production et de captation qui était plus destiné vraiment à faire des films courts, diffusés uniquement sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de la matière pour faire quelque chose d'extraordinaire, parce que le lieu est extraordinaire. Et on s'est posé la question pendant plusieurs mois, parce qu'il y a eu en gros 2-3 films avant qu'on décide en fait de faire le documentaire. Et puis il y a eu un moment donné dans la restauration de la cathédrale, un passage où ils avaient décidé de déposer les cloches de Saint-Véran, qui étaient fissurées, abîmées, et de les remplacer, et de faire un nouveau coulage de cloches lors d'un événementiel qui avait lieu sur l'hippodrome de Cavaillon, et avec des méthodes qui étaient les méthodes traditionnelles de l'époque. Et alors, quand on a vu ce spectacle-là, on s'est dit, à la fin, déjà, on est revenu avec des images incroyables, quoi, parce que c'était vraiment un spectacle féerique. Il y avait, 300-400 personnes qui assistaient, et les cloches ont été coulées à l'intérieur directement de la terre, hein, parce que les moules c'est des moules qui sont à l'intérieur de la terre, et la partie métallique, ce qui a un alliage un peu spécifique pour avoir une certaine résonance. C'est très très particulier, c'est très précis, hein, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un travail qui est ancestral et qui arrive à avoir une précision qu'on a peut-être même du mal à égaler aujourd'hui si on faisait ça vraiment dans un laboratoire. Moi, j'en reviens un peu sur l'histoire quand même, parce que cette cathédrale a une histoire incroyable, hein. Selon la tradition, c'est Saint-Véran, semble-t-il, le patron des bergers, qui aurait édifié cette première cathédrale. Et après, sur les ruines, elle a été incendiée, etc. Ce n'est qu'en 1251 que la cathédrale est consacrée par le pape Innocent IV. De nouveau, plusieurs fois incendiée, détruite, pillée pendant la Révolution. Et là, on aboutit à quelque chose d'absolument incroyable. Moi, ce que j'aimerais, c'est votre émotion. Quand vous êtes rentré dans cette cathédrale, qu'avez-vous ressenti ? Alors la première fois, on a ressenti un sentiment un peu étrange parce qu'elle était vraiment très abîmée à l'intérieur. On aurait vraiment dit une grotte, il y avait très peu de lumière, il y avait très peu d'éclairage intérieur, il y avait certes un vitrail à l'entrée de la cathédrale, mais il était en partie masqué par des barodages. Et on avait vraiment très peu de lumière, c'est ce qui nous a marqué dès le début. Mais le premier jour de tournage, il y a eu la dépose du retable majeur, qui est donc derrière le chœur, et on a interviewé l'entreprise, les ateliers Tournillon, et on a interviewé donc Gilles Tournillon, qui est son gérant, son directeur, et il se trouvait que Gilles, en fait, quand il a fait ses études de compagnonnage à cette époque-là, son premier chantier, quand il avait 18 ans, c'était justement
petite restauration de ce retable. Donc il était très ému d'aujourd'hui, 30 ou 40 ans après, de démonter l'ensemble du retable. Et ce premier jour, quand on est arrivé, en fait, il commençait vraiment le démontage du retable. Et avant de le transporter, il fallait qu'il le solidifie et qu'il nettoie. Donc il y a eu plusieurs mois de travaux de démontage, parce que c'est un démontage très particulier, il ne faut pas l'abîmer. Il était déjà bien abîmé. Il a fallu le nettoyer. Alors il faut voir ce que c'est un retable qui fait, je crois, il fait 17 tonnes. Ouais, Quoi. ouais, C'est ouais. énorme. C'est en mètres carrés, c'est, je sais pas, ça doit faire 30 mètres de large sur 20 mètres de haut à peu près, qu'en bois doré. Il faut savoir qu'au début, au tout début, par faute de moyens et de financement, ce retable n'a pas été doré. Il était en bois brut et c'est au fur et à mesure des années qu'ils l'ont doré. Donc la dernière dorure devait remonter à peu près, je sais pas, au XVIIe, XVIIIe siècle par là. Et il a fallu la nettoyer parce qu'elle avait 2 siècles en fait où elle a été abîmée de toutes parts. Donc d'abord on le dépose, on fait très attention. Les parties qui sont déposées et démontées sont toutes nettoyées pour enlever vraiment toute la Ouais, bien poussière et sûr. sur place. Et après, ces diverses parties sont précautionnement protégées, mis dans des camions de transport et là vont rejoindre l'atelier Tournillon où pendant un an, écoutez bien, un an, elles sont mises dans des frigos à moins de 2 degrés pour tuer en fait tous les insectes qui sont présents dans le bois. Et c'est ce qu'on voit quand on voit des bois abîmés, des tout petits trous. Donc pendant 2 ans, une fois nettoyés, 2 ans pratiquement dans un frigo à moins de 2 degrés. Et après, on les sort. 2 ans après, vous vous rendez compte un peu ce que c'est, quoi. Il faut attendre 2 ans avant de commencer pour qu'il soit sûr que tous les insectes soient morts. Un autre nettoyage. Et là, on va commencer à restaurer les parties en bois, les parties manquantes. Et ils sont dans ce qu'on appelle en fait de la restauration-conservation. C'est-à-dire que il y a une limite, on ne le refait pas à neuf à 100%. Je donne un exemple en particulier. Il y avait beaucoup sur certaines parties en bois. euh, alors on va dire que c'était les jeunes de l'époque, les jeunes délinquants de l'époque, qui avec des cutters faisaient des cœurs dessus, marquaient leur nom, leur prénom, leur date de naissance, le nom de leur amoureuse, etc. Ça, dans la restauration-conservation, on le laisse tel que. On va retoucher que ce qui se voit et qui est abîmé. Notamment, il y a l'exemple dans le film d'une sculpture qui est un peu haute. Et quand on est en bas, elle doit être, je sais pas, 3-4 mètres du sol, cette sculpture, en bas, on voit un pied. Et l'autre pied est caché. Donc à l'époque, le pied qu'on voit, bah, il est finalisé en étant sculpté comme un pied, mais l'autre, comme on le voit pas, en fait, ils font pas le pied carrément. Donc il manque un pied, mais on le voit pas. Donc la restauration-conservation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on restaure que ce qui est visible, vraiment. Et on va pas venir boucher les trous, on va juste réparer certaines volutes de cadres, etc. Donc, bah, enfin, voilà, les ateliers Tournillon, c'est vraiment quelque chose, c'est une entreprise du Vaucluse qui est Ouais. extraordinaire. Faut voir ce qu'ils font, ce ne sont plus des artistes. Ce sont plus des artisans, pardon, ce sont des artistes, Les artistes, bien sûr. mais vraiment très très haut niveau. Pour vous donner un exemple, les ateliers de Tournillon, c'est ceux qui s'occupent en fait de contrôler 2 fois par an le tableau de la Joconde au Louvre. Rien Oui, que, c'est pas rien. rien que ça, quoi. Voilà. Quand même. Non, c'est important. Mais alors, donc, 120, 130 personnes durant 5 ans, Mm. et vous avez été amené à les filmer. Vous dites, ça n'a pas été simple. On a vu des artisans main d'or, mais ça a été compliqué de les filmer. Au début, compliqué techniquement pour nous, parce qu'on est en basse lumière. Et dans une cathédrale, au début, quand elle n'est pas éclairée, ben, c'est pas facile d'avoir la lumière. Alors, on est dans un mode de tournage qui est du documentaire. Et c'est très différent qu'une fiction, parce qu'une fiction, on a le temps. Nous, quand on arrive sur un tournage en documentaire, et en particulier dans la cathédrale de Saint-Véran de Cavaillon, on a des artisans qui travaillent. Ils sont pas là pour faire de la fiction, Ouais. alors ils se prêtent au jeu, mais on peut pas les interrompre trop longtemps. On leur donne 20 minutes pour arriver à faire quelque chose. Donc tout ce qui est éclairage, on le met un petit peu de côté et à nous d'aller chercher en fait la bonne lumière et surtout de la luminosité lors de l'interview. Et il y en a 2 autres problèmes, c'est qu'on a le son. Beaucoup de réverbération dans une cathédrale. Nous, directement sur la prise de son de micro, c'est pas hyper gênant, sauf qu'il y a d'autres artisans. Vous avez dit qu'il y en avait 120, 40 corps de métier, 120, 130 artisans qui sont intervenus sur 5-6 ans. Les autres travaillent. Hein.
Donc, on est obligé à des moments d'aller faire le tour à gauche à droite et leur dire, est-ce que vous pouvez arrêter la scie à métaux? Est-ce que vous pouvez arrêter de mettre des coups de marteau? Alors, des fois, ils sont pas très contents parce que là, ils sont là pour travailler, ils sont pas là pour faire un documentaire. Donc après, on a un gros travail de retouche de son pour éliminer tous ces bruits parasites. Et un travail aussi sur l'image pour rajouter de la lumière et aussi la contrôler. Donc ça demande vraiment un équipement très particulier. Au départ, c'était une série de courts-métrages, et quand vous avez vu toutes ces merveilles... C'est le jour où les cloches ont été coulées. Là, on a vu un spectacle, Et là, votre document, c'est un film qui dure combien de temps? C'est un film qui dure 1 heure, 26 minutes, 26 secondes et 13 dixièmes. On a un peu travaillé avec ma femme, puisqu'on était deux sur le tournage. Ma femme, qui est journaliste à la télévision ukrainienne, elle s'occupait de certains cadrages, s'occupait de la composition d'image, s'occupait du son et s'occupait aussi en partie ensemble du montage qu'on a réalisé. J'ai vu vos témoignages. D'abord, vous rentrez, vous voyez ces artisans travailler, c'est absolument fantastique. Et vous dites d'abord, il y a ces filles qui grimpaient sur les échafaudages. Ah oui, extraordinaire. Là, c'était au milieu en fait du tournage, ils avaient installé un échafaudage. Alors, je dis échafaudage, je dis comme ça, on voit un échafaudage qui est posé dans une rue avec 3 étages et puis 4 pieds. Là, l'échafaudage, il est monumental. Il prend toute la dimension de la cathédrale parce qu'en fait, il y a des peintures murales verticales sur les murs, mais il y a aussi toute la voûte intérieure en fait de la cathédrale et notamment là où la sacralité est la plus importante, dans le chœur, qui elle est comme la chapelle Sixtine. Donc les filles là ont passé 5 ans couchées sur le dos. Et ce qui nous a surpris avec Lana, c'est qu'on pensait que c'est surtout après quand on a fait le montage, sur le coup on n'a pas trop fait attention, mais le diamètre des pinceaux, on se dit ça va être des pinceaux de 2-3 cm. Non, c'est des pinceaux qui font 1 mm. Donc en fait, comme il y a des aplats qui sont faits, posés sur des parties en fait qu'ils ont dû replâtrer, regarnir parce qu'il y avait eu des pertes de matière à cet endroit-là. Une fois que ça a été regarni, ils étaient obligés en fait dans les petits stries du plâtre de venir avec des petits pinceaux pour venir le garnir avec une aquarelle spécifique qui résiste au temps, l'humidité, etc. Donc imaginez sur une surface comme ça, refaire des dessins et des peintures qui sont ultra minutieuses avec un pinceau qui fait moins de 2 mm de diamètre. Donc 5 ans, samedi et dimanche, une équipe de 10 femmes, c'était exclusivement des femmes, qui ont passé pratiquement 5 ans allongés sur le dos dans des positions pas possibles, comme pour la chapelle Sixtine. C'était ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et ça, je crois que c'est une valeur qu'il faut transmettre aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces artisans transmettent des gestes et des savoirs qui sont ancestraux. Il y a une colle qui sert aussi à coller certaines parties de bois, qui est de la colle de lapin, qui existe depuis plus de 1000 ans, et c'est la meilleure colle du monde pour ce genre de choses. C'est extraordinaire. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un témoignage historique que ce film, et un témoignage aussi pour les jeunes. C'est quelque chose qui nous tient, nous, chez Studio One, particulièrement à cœur. Premièrement, c'est de montrer ce qu'on n'imagine pas. Quand on rentre dans une cathédrale, on est émerveillé par la beauté, qu'on soit croyant ou non. C'est toujours magnifique. C'est vraiment, une fois qu'on la voit, moi je vous invite vraiment à aller voir le film et après aller voir la cathédrale. C'est vraiment un lieu qui est magique. Elle a un côté un petit peu basilique, en fait, dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très, très feutré, mais super bien éclairé. Et c'est important aujourd'hui d'arrêter de faire croire aux jeunes que les métiers qui sont porteurs sont des métiers uniquement du tertiaire où on passe sa vie derrière des ordinateurs. Nous, on a rencontré des jeunes là qui sont des jeunes. Il y a un jeune de l'entreprise de Tournillon qui s'appelle Kylian, qui devait avoir 18 ans quand il était sur le chantier. C'est magnifique de voir un jeune comme ça qui apprend vraiment un métier, qui est hyper concerné, hyper motivé, hyper sérieux, qui commence à acquérir des compétences et qui va aussi bénéficier de l'enseignement de tous ces gestes et de tout ce savoir-faire que les employés qui commencent à avoir un petit peu
de l'expérience, voire beaucoup d'expérience dans l'entreprise dans laquelle ils sont, vont lui transmettre. Et ça, c'est fondamental. Allez, on fait une courte pause et on revient tout de suite sur ce sujet superbe. À tout de suite. Vous écoutez RCF à Avignon sur le 104 FM. Le monde associatif fourmille de 1000 mains tendues. Découvrez les idées originales proposées dans votre région par les associations qui viennent présenter leurs projets à l'antenne pour vous rejoindre dans toutes vos nécessités. Tous les lundis à 18h42, retrouvez Aide et Services avec Bernard Cos. Les midis de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. Eh oui, on continue avec Thierry Jourdan de la société de production, l'agence de production audiovisuelle Studio One, pour cette rénovation de la cathédrale de Cavaillon qui est absolument superbe. On invite effectivement les gens à aller visiter absolument cette cathédrale. Quand vous parlez de ces filles ou de tous ces artisans, il y a eu des moments incroyable, je sais pas, ceux qui travaillaient sur les vitraux, les ébénistes, des témoignages particulièrement émouvants qui vous ont certainement des petites histoires à nous raconter. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, il y a un passage qui m'a particulièrement marqué, c'était un sculpteur qu'on a interviewé, donc qui était en train de sculpter des cadres de tableaux de la cathédrale. Et il nous a fait une interview hors norme, extraordinaire. Il arrive à transmettre en fait sa motivation, sa joie et tout ce qu'il réalise. Mais là où c'était extraordinaire, c'est qu'il nous a fait l'interview en sculptant. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est le marteau et le ciseau à bois, et il était là, tac, 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 et il vous fait une interview, mais au top, quoi. Ça fait partie d'une des plus belles interviews. Et il y a une phrase qui m'a marqué. Et la phrase, on l'a mis dans le teaser, c'est pas pour rien. Il nous dit que, voilà, eux, ils observent, ils sont là, ils font de la restauration, conservation, donc ils se disent ah ben tiens là qu'est-ce qu'il a fait, ah ben là c'est nul, ah ben là c'est super, je ne saurais pas le refaire. Et au bout d'un moment il s'arrête comme ça, il rentre en réflexion, il prend son couteau, son outil à la main et il dit ce sont les mêmes gestes, c'est les mêmes produits et c'est le même savoir. Donc ça voilà, il a tout dit, Ouais, bien il sûr. a vraiment tout dit. On se retrouve en Italie avec Michel-Ange, etc. Ouais. Je veux dire, ce sont les mêmes techniques, pratiques, les mêmes outils. C'est ça qui est absolument C'est fascinant. ça qui est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, on a eu aussi l'archéologue qui est venu nous expliquer un petit peu, donc c'est Christian Markiewicz, qui est venu nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles, en fait, cette cathédrale, là, ici, dans notre département du Vaucluse et plus généralement en Provence, était dans une période qui était une période qui n'était pas encore le gothique. Ce n'était plus le roman, mais on était dans une phase de transition. Il faut savoir que quand on a commencé la construction de la cathédrale telle qu'on la connaît aujourd'hui à Cavaillon, Notre-Dame de Paris était en plein boom. Ouais. Et il y avait une forte rivalité entre les savoirs. Ici en Provence, on voulait pas laisser tomber le roman, mais on voulait pas encore se mettre dans le gothique. Le seul vraiment exemple où on commence à voir vraiment que le gothique arrive, c'est à Notre-Dame-du-Lac au Thor. C'est un des premiers exemples dans la région où on commence à voir vraiment un changement. Donc ça, ce que nous explique donc cet archéologue, il l'explique dans le film, c'était un moment extraordinaire parce que c'est bien de transmettre des savoirs qui sont des gestes, mais aussi savoir transmettre une histoire. C'est quelque chose qui apporte énormément de valeur. Je sais que même quand Cédric Péricchio, qui est le directeur du service patrimoine de la ville de Cavaillon, nous a fait une visite un petit peu des parties qui étaient, un peu originales. Quand il vous raconte cette histoire-là, on a l'impression d'être un enfant, et que c'est notre grand-père un petit peu qui vient nous raconter une histoire pour nous endormir le soir. C'est magique. Parce que ce sont des gens qui sont
super passionnés et passionnants. Ils arrivent à transmettre ça. Et on n'est pas dans quelque chose de superficiel. Je crois que c'est ça qui apporte de la valeur vraiment à leur discours et c'est ça qui le rend magique. Mais justement, entre autres, ces archéologues, ils ont découvert des choses exceptionnelles Alors auxquelles oui. ils ne s'attendaient pas du tout. Oui, alors il y a eu notamment l'architecte, justement quand les filles ont commencé à faire refaire les peintures murales. Alors au début, ils enlèvent tout ce qui peut être délicat et fragile. Et là, ils se sont aperçus que dans les murs, il y avait un fer spécifique de l'époque qui était bon marché, qu'ils avaient mis pour consolider des parties qui étaient en train de se fissurer. Et si elles se fissuraient, c'est parce qu'il y avait une raison, c'est-à-dire que ce fer qui était de mauvaise qualité était très oxydable. Et en rouillant, il avait comme particularité de gonfler, d'accentuer la fissure. Alors là, gros problème, déjà, il faut les repérer, parce qu'ils étaient enfoncés jusqu'à 5-10 cm dans le mur. Il faut les enlever sans fragiliser l'édifice, et puis il faut le remplacer par quelque chose. Mais là, il y a eu un grand moment de doute, parce qu'ils se sont dit, comment on fait ? Alors, pendant quelques temps, ils ont arrêté, pour essayer de trouver une solution. Et finalement, pour les repérer, ils ont simplement utilisé ce qu'on appelle vulgairement une poêle à frire. Hein. Ça veut les gens qui sur les plages cherchent les pièces de monnaie ou les bijoux pour les repérer dans les murs. Une fois qu'ils les ont repérés, un à un, ils les ont enlevés l'un après l'autre, surtout pas tous en même temps. Ils en enlevaient un. Et une fois qu'ils l'ont enlevé, ils avaient trouvé une sorte d'amalgame en fait de résine époxy qu'ils allaient venir mettre à l'intérieur de toute cette partie qui était laissée creuse par le fait qu'on ait enlevé ce coin en métal de mauvaise qualité. Et petit à petit, ils en ont refait, mais je sais pas combien exactement. Je crois qu'ils en ont enlevé facile une quarantaine, une cinquantaine. Donc il y avait plein de problématiques. Ça, c'est la particularité de la rénovation. Je sais pas si les auditeurs ou si même toi, tu as fait la rénovation chez toi. On se dit quand on voit le truc, ouais, mais ça c'est rien. Je vais l'enlever, je vais le refaire. Et puis on s'aperçoit que derrière il y a autre chose. Et là, les problèmes commencent. Il y a eu plein d'autres problèmes. Le chevet extérieur à la cathédrale qui était à un certain moment un vitrail, ils se sont rendus compte qu'il avait été bouché et quand ils l'ont enlevé, il y avait plus de support. Donc il a fallu reconstruire quelque chose et c'est là aussi où le travail de l'architecte est intéressant, c'est qu'il doit proposer quelque chose qui ne change pas radicalement par rapport à la vision générale de l'édifice, mais qui l'accompagne dans sa structure visuelle générale. Et donc il y a un gros travail aussi d'architecture. Mais là, l'architecte, Martin Lefebvre, il a fait, ouais, il a donné sa vie pendant 5 ans. C'est parce qu'on se rend pas compte de ce que ça peut être, quoi. Et nous, faire des films comme ça, c'est hyper enrichissant parce que c'est un témoignage et sans vouloir être prétentieux ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un film qui dans 100 ans sera encore un film historique, quoi. Parce que c'est une histoire, c'est notre histoire. Moi, ce qui m'a passionné, j'en viens à Saint-Véran. Hein. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire qui a été inhumée à Fontaine-de-Vaucluse, hein, une partie. L'autre, je crois, il a été inhumé à Pont-de-Lagne. Et que le procès verbal, ça c'est étonnant, de cette cérémonie porte la signature de Pétrarque. Pétrarque était dans la région, à Fontaine-de-Vaucluse, et on a retrouvé la signature de Pétrarque, qui en fait le récit alors c'est très compliqué, le 3e églogue. J'ai trouvé ça étonnant, parce que ça, on ne le sait pratiquement pas. Non. Non, pas du tout. Vous me l'apprenez. Alors, parmi les autres artisans, je ne sais pas, d'autres qui vous ont des moments d'émotion. Vous en êtes peut-être arrivé avec Lana à peut-être pleurer à la limite des larmes. On a parlé de ses filles, on a parlé de ses vitraux. Il y a eu d'autres moments intenses. Il y a eu un moment intense, un moment de peur. On n'a pas pleuré, mais on a eu très peur. C'était quasiment au début, lors des 2-3 premières journées de tournage, on utilise ces fameux drones qui sont assez impressionnants, voilà, quand ils décollent et quand ils atterrissent. Et là, il se trouve que on allait filmer donc le clocher qui lui aussi était enrobé complètement d'échafaudage. Et c'était au mois de juin, sur le coup des 10h30, 11h. Et dans notre région, les gens le savent bien, il y a toujours des moineaux ou des hirondelles qui profitent de ce moment en fait où dans l'air il reste encore des insectes, des moucherons,
pour faire leur petit repas de midi. Et nous, on était là autour. Il faut savoir que quand on est en plein ciel, on a le drone qui est, j'étais hauteur du clocher, donc peut-être à 30 ou 40 mètres. Mais on vient violer leur espace de vol à ces pauvres petits oiseaux. Et ça, ils aiment pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent autour du drone. Sauf que le drone a des capteurs, pour des capteurs de sécurité, pour pas les taper un petit peu partout. Et on avait tellement d'oiseaux qui volaient autour du drone que le drone a analysé que c'était un mur ou un arbre, etc. Et il s'est mis en sécurité, il était bloqué. Donc je pouvais ni descendre, ni monter, ni aller à gauche, ni aller à droite. Et j'ai commencé à voir la batterie qui commençait à descendre. Ça a duré bien 10 minutes, sans pouvoir bouger. Il y en avait de partout. Et on voyait dans la caméra de retour du drone les oiseaux qui passaient et qui tournaient au dernier moment. Je dis, si jamais t'en prends un dans l'hélice. Et là, magnifique, en dessous de la cathédrale Saint-Véran, il y a une école maternelle. Et là, la cloche se met à sonner, les gamins sortent en récréation. Et là, je peux vous garantir que vous avez des sueurs. Finalement, les moineaux ont dû ressentir notre souffrance au sol et se sont petit à petit dégagés. Donc, on a vite posé le drone et j'ai dit là, on rentre à la maison, on arrête, la journée est finie parce qu'il faut pas aller chercher des ennuis, quoi. Ouais. Superbe, ça, cette scène. Je vous vois bien, d'ailleurs. Alors, quand on rentre, effectivement, maintenant, on peut les voir. On voit 4 tableaux absolument fantastiques. Saint-Pierre, Saint-Paul de Tarse, Saint-Véran et Saint-Louis. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que la dorure a été confiée à 2 doreurs, un prêtre, Dominique Piéton et Michel Blanc, et un batteur d'or. Oui, parce que l'or, pour on le voit dans le film, hein, puisqu'il y a une jeune femme qui applique l'or en fait sur les cadres. L'or, ce sont des fines. Comment vous expliquer ça? C'est vraiment très très fin. C'est des petits carrés qui font 8 cm chacun, qui sont dans des espèces de petites boîtes, et ils font quelques microns d'épaisseur. Et une boîte de 50 feuillets d'or coûte à peu près 70 €. Et avec cette boîte-là, vous allez recouvrir, on va dire, peut-être, je sais pas, 30-40 cm² à peine. Donc toutes les parties qui sont manquantes, ils viennent les nettoyer, ils viennent les poncer, ils viennent les réagréer avec du blanc de meudon, une espèce de mastic spécifique qu'on vient mettre en fait à tel endroit. Une fois que ça s'est fait, il vient encore poncer, il vient encore mastiquer, poncer jusqu'à ce que ça soit au même niveau, avec une petite phase de retrait, parce qu'après ça a tendance un peu à gonfler. Donc oui, c'est toute une technique. Et ils viennent poser ces feuilles d'or là-dessus, de manière très délicate. Alors geste aussi qui est très 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 significatif, très marrant dans le film, c'est que cette jeune femme là, Sylvia, se passe elle applique ses feuilles d'or avec une brosse large et assez fine, qui doit faire 8 cm de large. Mais avant chaque fois de prendre une feuille dans cette petite boîte d'or, elle se passe ce large pinceau dans les cheveux. Oui. Ouais. Et il faut avoir les cheveux gras. Parce qu'en mettant du gras sur ce pinceau, ça permet, en plus du gras, de rajouter de l'électrostaticité sur le pinceau et d'arriver à choisir la feuille, de la faire coller sur le pinceau pour venir l'appliquer sur la dorure. Voilà où on en est. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Voilà. Et ouais, alors elle prépare ça avec c'est vraiment centimètre par centimètre. Et le nombre de mètres de cadres qui ont été dorés et redorés en fait pour la circonstance, pour la cathédrale Saint-Véran, en mètres, c'est impressionnant. Donc ils passent c'est simple. Les 2 ateliers qui sont intervenus pour la restauration de toute la partie bois et la redorure des cadres, ils ont travaillé pendant 5 ans aussi dessus. Alors c'était pas à Saint-Véran, quoique en partie, puisque la chaire a été refaite sur place. D'ailleurs, on le voit aussi dans le film. Il y a une partie de la chaire qui a été abîmée, qui était complètement rongée, il manquait vraiment 20 cm. Il y a une jeune fille, Morgane des ateliers Sud France, qui est venue avec un bout de bois. Et petit à petit, elle a refait ça, comme si ça avait été une machine, une imprimante en 3D, quoi. Et l'autre jour, on est retourné justement dans la cathédrale pour une interview. Et je suis allé le voir fini parce qu'on l'avait pratiquement pas vu fini. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être à 20 cm pour voir le petit raccord qu'elle a fait sur une partie où il manquait 20 cm à peu près, quoi. Allez, on fait une autre pause et on revient avec vous. À tout de suite.
Vous écoutez RCF à Manosque sur le 98.8. Musique en air, c'est une bouffée d'oxygène musical que je vous propose. Entre nouveautés, coups de cœur, hommages ou une mise en lumière d'artistes confirmés ou d'un talent émergent, vous verrez, il y en aura pour tous les goûts. Musique en air avec François Gomez, c'est du lundi au vendredi à 18h55 et le dimanche à 16h. Les midis de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. On revient avec cette histoire passionnante de ce film. On y reviendra parce que vous le projetez un peu partout et je crois qu'il y a de nouvelles projections, on va y revenir. Mais quelques mots sur la chapelle Saint-Véran parce qu'historiquement aussi, Pétrarque a marqué notre région et on retrouve encore Pétrarque parce qu'il était ami avec celui qui a construit la chapelle Saint-Véran, l'évêque Philippe de Cabassole, ami de Pétrarque. Et ça, je trouve ça encore étonnant de se passer cette présence de Pétrarque au niveau de cette cathédrale, je veux dire. Et si les historiens le connaissent, mais enfin. Et puis surtout, on croit bien, la chapelle César de Bus. Oui, alors figurez-vous que une des cloches qui a été retirée a été remplacée par une cloche au nom de César de Bus. Et justement, dans la foulée, César de Bus a été béatifié. Donc, l'entreprise Azur Carillon, qui est l'entreprise référence en France qui fait la fonte des cloches, avait refait, alors je crois que c'est à l'échelle 1/50, la cloche non, exactement comme l'original, peut-être un peu plus grande. Et donc, l'équipe de la ville de Cavaillon sont allés offrir au pape cette représentation à l'échelle 1/5 de la cloche de César de Bus qui a été béatifiée le jour même, je crois. Alors justement, vous avez assisté, comment ça s'est passé le retour des cloches? Il y en avait 5? Il y en avait 5. Il y en a toujours 5? Il y en a toujours 5. Donc dépose des cloches. Alors on est monté dans le clocher. C'est un peu serré pour monter dans le clocher. Nous, avec notre matos, on est obligé d'y aller de manière très légère. Et puis, chose particulière, c'est que, j'évoquais ça tout à l'heure, dans un documentaire, vous pouvez pas tricher. C'est-à-dire que si vous ratez votre prise de vue, vous allez pas dire aux 30 personnes qui sont là, et les gars, on peut la refaire. On va la redescendre, la cloche. Parce que là, on n'était pas bon en termes de lumière. Et puis, on va la remonter. On essaiera de s'appliquer. Non, il faut être bon du début. Alors, comment on a fait? Lana était en bas avec une caméra et moi, j'étais dans le clocher pour arriver après au montage à faire en sorte qu'on ait le maximum de vues possible. Donc, dépose des cloches. Après, il les coule. Et une fois qu'elles sont coulées, il y a quand même... Nous, on les a vues brutes quand elles ont été coulées. Et après, bien entendu, elles partent en atelier. Et là, il y a un gros travail de polissage dessus pour les mettre... je dirais, les plus brillantes possibles, notamment pour leur bénédiction, parce qu'elles ont été bénies par l'archevêque du Vaucluse. Bien sûr. Et ce jour-là, où elles sont bénies, après on les remonte là-haut, quoi. Et là, pareil, nous, on a assisté à la première fois où les cloches ont sonné. Et on est même allé faire des prises de vue une fois qu'elles étaient toutes installées, parce que pour les auditeurs qui vont venir voir le film, on a profité justement de la restauration totale de la cathédrale Saint-Véran de Cavaillon pour insister un petit peu sur la spiritualité. On a filmé un office, parce que c'est bien beau de la restaurer, mais elle a une utilité. La cathédrale et toutes les églises ont une utilité. C'est un lieu en fait où les paroissiens vont se réunir pour célébrer soit un baptême, soit un mariage, soit hélas un décès. Et le prêtre Jean-Marie nous a autorisé à faire la captation d'un baptême. Et il a des phrases qui sont magiques avec son accent, puisqu'il est italien, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc le petit garçon s'appelle Romero, il fait Romero, ici, bienvenue dans cette cathédrale des Cavaillon. Je l'imite très bien. Combien de larmes ont coulé sur les visages des jeunes mariés?
Et toi, aujourd'hui, tu vas recevoir la lumière de Dieu. Et là, on a fini tout ça. Il est extraordinaire, le Père Jean-Marie est vraiment quelqu'un de super. Vraiment, on va là-bas, dans la cathédrale, quand on le voit, on est chez nous, quoi. C'est génial. Et les orgues, elles ont été... Alors, pour l'instant, c'est en projet. Elles ont été plus ou moins démontées et il est pour projet de pouvoir les restaurer de nouveau, ainsi que le cloître qui est à côté aussi, qui est aussi un endroit magnifique, qui est en projet en fait pour le prochain mandat du maire. Et je pense que voilà, la place a été restaurée autour. D'ailleurs, quand ils ont restauré la place, ils ont découvert énormément de sépultures qui dataient du premier millénaire, où on imagine, parce qu'on n'avait pas de traces écrites, mais les prêtres de l'époque qui étaient souvent enterrés à côté des églises ou des chapelles, quoi. Donc il y avait un petit cimetière à côté. Donc on les a, ils ont récupéré un petit peu des objets, oui, parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que Lucie Tourneux, qui est une des responsables du patrimoine de la ville, au tout début du démontage du retable, elle a trouvé énormément de choses en fait. Elle a trouvé des chaussures, elle a trouvé J'ai trouvé ça étonnant, même une momie. Alors c'est une relique. Alors la momie, on savait qu'elle y était. C'est Saint Benedictus qui était un martyr. Et alors on nous l'explique très précisément dans le film. Ceux qui ont découvert, parce qu'elle était au fond du chœur, derrière, comment dire, une espèce à l'intérieur du retable, il y a une sorte de grand placard dans lequel elle était là. Ils savaient qu'elle était là, mais ce qu'ils savaient pas en fait, parce que le système était obsolète, c'est qu'on pouvait la sortir. Et forcément, si on la sortait, c'est qu'il devait y avoir des cérémonies avec des processions, avec la relique qui devait traverser Cavaillon à une époque. Mais ça, il n'y avait pas de traces historiques dans les textes. C'est quelque chose qu'on a supposé parce qu'ils ont vu qu'il y avait des roulettes qui étaient grippées. Donc on peut la sortir et on peut venir y mettre des bras pour venir la porter comme une procession traditionnelle. Donc voilà, toute cette histoire-là, elle est présente et elle est présente dans nos vies et dans tous ces pays, et notamment dans la France, qui a 2000 ans d'histoire. J'ai vu des petites choses drôles aussi, c'est très touchant. Les prénoms des enfants de chœur gravés. Oui, ouais, voilà aussi. Et puis, Lucie a trouvé des dessins de jeunes qui devaient, on imagine, s'ennuyer pendant les messes. Alors à l'époque, ils n'avaient pas de smartphone, alors ils prenaient des dessins et ils s'amusaient à faire des caricatures du prêtre en train de parler dans son micro. Alors ils le déguisaient un peu comme Johnny Hallyday ou des trucs comme ça. Donc on se retrouve avec des prêtres avec une banane au lieu d'avoir une coupe traditionnelle. Je vois là des photos absolument sublimes. Le travail qui a été fait sur les dorures. Oui. C'est absolument exceptionnel. Ah oui, c'est quelque chose, c'est de l'art, et de l'art sacré en plus, c'est ça qui est génial, quoi. C'est pas que de l'art, on n'est pas uniquement dans quelque chose de, comment dire, il y a pas uniquement du beau, c'est magnifique, mais il y a aussi un autre message derrière. Il fallait le faire, hein. Oui, ce travail a demandé pas mal d'investissement, hein. Je crois 12 millions d'euros. Alors, oui, ça... Financé par l'État, le département... En grande partie par la municipalité. Je crois que la municipalité a investi 9 millions d'euros quand même. Et ça, c'est vraiment tout à leur honneur parce qu'il y a un enjeu sociétal aujourd'hui qui se pose. Toutes ces églises qui, en France, sont en ruine, il va falloir en faire quelque chose à un moment donné. Et bon, voilà, on peut pas se permettre aujourd'hui de laisser ce patrimoine aussi riche qui appartient à notre histoire tomber en ruine. Donc la volonté de la ville de Cavaillon a été vraiment de mettre l'accent sur cette cathédrale qui, voilà, il aurait pas fallu attendre 50 ans, sinon il commençait à y avoir des fuites, des fissures, ça commençait vraiment à être dangereux. Donc ils ont pris le taureau par les cornes. Et ils ont mis toute leur énergie pour le faire, que ce soit les agents municipaux, que ce soit le service du patrimoine. C'est vraiment un travail. Imaginez 40 corps de métier, plus de 130 artisans à gérer en permanence.
24 heures sur 24. Là, il y en a qui travaillent le dimanche parce que les corps de métier se gênent les uns aux autres aussi, quoi. Voilà. Et puis, il faut respecter une chronologie, un rétro-planning, etc. Il y en a qui finissent, il y a des découvertes, il y a des choses qui nous retardent, plus que celles qui nous font avancer. Donc, tout ça, c'est quelque chose à gérer. Donc, voilà, c'est vraiment, ce qu'a fait la ville de Cavaillon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'a fallu que 5 ans pour faire tout ce travail admirable. Ouais, c'est un peu aussi Notre-Dame de Paris. Ouais. C'était un enjeu absolument considérable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors, là où ça prend du temps, si on était vraiment parti à zéro, je pense que pour le bâti en lui-même, le bâti et la restauration, mais c'est vrai que ce qui prend du temps aussi, c'est les finitions. Il y a eu énormément de finitions. Ils ont refait tout le dallage. Enfin bon, voilà, tout a été pratiquement refait. D'ailleurs, il reste encore quelques petits travaux à faire, notamment certaines peintures murales dans une des chapelles à droite en rentrant. Donc voilà, c'est fini à 99%, mais en fait, c'est jamais fini, quoi. J'ai vu aussi, c'est admirable, la porte du reliquaire droit. Et ça, c'est absolument superbe. Là, j'ai une photo sous les yeux, mais c'est à tomber par terre. Et puis le cloître. Le cloître, quand même, faut en parler. Il est très beau. Le cloître est magnifique. Alors, il va être restauré. Il va être restauré dans le prochain mandat, je pense. Pour l'instant, c'est en projet, comme l'orgue. Et puis, ça sera fait. On espère, on sera présent. On va bien rajouter 5-6 minutes au film. Oui, vous imaginez, je ne sais pas, cette cathédrale va encore évoluer. Vous imaginez refaire un film? C'est pas impossible, on va voir ça. J'aimerais bien, parce que pour nous, c'est vraiment très plaisant, quoi. On a vraiment un super métier, parce qu'on est témoin de quelque chose. Les personnes qui voient le film n'imaginent pas, en fait, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Voilà, nous, on fait des petites interviews à la sortie des diffusions au cinéma. Et les gens se disent, ouais, mais on est vraiment très près, quoi. On est vraiment au cœur d'une restauration. Et je voulais rajouter quelque chose aussi. C'est tout sauf un hasard si on a décidé de diffuser uniquement ce film au cinéma. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, si on avait décidé de mettre ce film sur YouTube ou sur Internet, il avait une durée de vie de quelques heures. Ouais. Et c'est quand on pense en fait que cette cathédrale a 2000 ans d'existence, quelques heures pour la mettre à l'honneur, c'était très peu. Et d'autre part, quand on est au cinéma, nous, notre manière de communiquer en tant que réalisateur de films documentaires, on prend le temps. Les personnes sont assises dans un fauteuil, elles sont coupées du monde. Comme par hasard, elles n'ont pas leur téléphone dans la main. Comme par hasard, il n'y a pas le frigo à côté sur lequel on va se lever. Comme par hasard, on n'a pas le choix de regarder ce qu'on nous présente. Donc le taux de concentration est très élevé. Et quand on ressort de là, on ressort vraiment avec quelque chose. On a appris quelque chose. Sur Internet, les gens, sur un film d'1h30, ils auraient regardé maximum 20 minutes. Parce qu'à côté, il y a une pub qui va s'allumer et on va zapper dessus. Et puis c'est terminé, on ne revient plus. Et je pense que les cinémas ont vraiment à travailler sur cette orientation-là de diffuser des films documentaires qui sont aussi des films d'information. On a fait 2 documentaires, c'est des films où on informe. Si on informe sur Internet, on n'existe plus. Le marché est sursaturé, il y en a partout. N'importe qui peut faire un film aujourd'hui. Vous faites une tarte au poivreau un dimanche après-midi au mois de novembre quand il pleut, vous la postez sur Internet, vous allez faire 200 vues, ça intéresse qui ? Nous, notre métier, c'est de faire des films et d'informer, et on a un réel devoir. Et le cinéma, c'est un des rares espaces encore de liberté. Je vous explique brièvement pourquoi. Si on diffuse un film à la télé, on est contraint par les lignes éditoriales de la chaîne. Et là, en fait, on va faire un message ça va aboutir avec un message qui est hyper consensuel. Alors, je ne dis pas qu'il faut être absolument critique sur tout, mais on va nous faire des corrections sur des choses qui ont parfois pas lieu d'être. Ça va être peut-être, je sais pas, on n'aura pas le droit de faire intervenir un élu parce que ce sera trop politique, on n'aura pas le droit de faire intervenir un électricien parce que ça correspond pas, je veux dire, à l'image du patrimoine. Et ben nous, dans le film, on a interviewé un électricien parce que la lumière dans une cathédrale, c'est fondamental. Dieu est la lumière, c'est lui qui éclaire le monde, donc il faut que cette cathédrale soit éclairée, et c'est lui qui a fait toute une étude de muséographie pour éclairer cette cathédrale. Et quand on rentre dedans la cathédrale, on est sous le charme de la lumière. Allez, on fait une courte pause.
Vous écoutez RCF à Apt sur le 102 FM et où vous le souhaitez avec l'application RCF. Vous aimez être au courant de l'actualité artistique. Expositions de peinture, dessins, sculptures, photographies, interviews d'artistes. Vous saurez tout ce qui se passe dans votre région avec l'équipe de Lucarne. Tous les lundis à 19h, retrouvez Lucarne. Les midis de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. Dernière partie pour cette rénovation fantastique de la cathédrale Saint-Véran à Cavaillon avec l'équipe Thierry Jourdan et Lana Studio One. Justement, l'actualité, je crois que ça marche bien, vous le projetez un peu partout. Il y a de futures projections, j'ai vu notamment le 5 février au cinéma Le Vox à Avignon. Voilà, tout à fait. Merci Teddy d'en parler. Alors c'est une soirée exceptionnelle ce 5 février 2026 car à partir de 18h, nous diffusons nos 2 films documentaires, dont notamment le premier qui s'appelle La vie de Lise. Ah bah oui. Il y a un film qui a reçu 9 récompenses comme meilleur film documentaire à travers le monde. J'habite l'île sur Sorgue, donc je suis un peu concerné. Et tu vas venir le voir. Non mais c'est merveilleux avec cette fondation. Oui, voilà, donc c'est pour faire un synopsis un peu court. Lise est une jeune fille malvoyante qui, à l'âge de ses 18 mois, ses parents ont appris qu'elle était atteinte d'une tumeur sur le nerf optique et qu'elle allait perdre progressivement la vue, et elle a perdu quasiment définitivement la vue. Et comme elle a une famille hyper soudée, hyper battante, et que Lise a un caractère très fort, elle a décidé de suivre une formation auprès de la merveilleuse fondation Frédéric Gaillan qui offre des chiens guides à des jeunes enfants malvoyants. Et elle a eu son chien guide. Alors c'est un film, c'est une forme de résilience, mais c'est surtout un film très joyeux. C'est un film très touchant, très poignant. Nous, avec Lana, on veut plus le voir, en fait, parce qu'à chaque fois, on pleure. Mais on pleure de quelque chose, c'est très bizarre. Enfin, c'est pas négatif, hein. C'est, vous savez, on l'a vu beaucoup, parce qu'on l'a monté. J'ai du mal à savoir pourquoi ce film, en fait, il y a 2-3 passages, enfin, surtout la fin, ne serait-ce que déjà, en vous en parlant, il y a une alchimie qui se crée entre la voix off de Lise, la musique et les images. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, c'est un film qui est très joyeux. Un film qui donne vraiment la pêche, et j'invite vraiment tous les Avignonnais à venir à 18h au Vox le 5 février pour voir ce premier documentaire. C'est à quelle heure ? C'est à 18h. À 18h. Le film est suivi d'un débat, parce que ça aussi c'est bien, mais j'en parle encore et je remercie tous les cinémas qui ont accueilli à la fois La vie de Lise et puis Au cœur d'une restauration. C'est que, en plus de ce que je disais, que c'était vraiment un enjeu et qu'il y avait vraiment un travail à faire pour faire venir les gens au cinéma, notamment pour voir des documentaires, c'est qu'il y a un échange avec le public. Quand vous regardez Netflix, le réalisateur il vient pas chez vous pour vous parler de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, comment on le fait nous là aujourd'hui. Teddy, je te remercie de nous donner la parole parce que c'est important, c'est un devoir. Le film est suivi, donc La vie de Lise d'un débat avec une des participantes du film qui s'appelle Clarisse, qui est une jeune femme. Alors, vous allez venir la voir parce que si vous voulez rigoler, Clarisse, c'est vraiment le top. Donc, elle vient avec son chien. Et Clarisse est vraiment une jeune fille. Elle est dans le film aussi et elle est extraordinaire. Moi, j'ai été frappé avec ces jeunes malvoyants qui ont participé au débat à travers la France, parce que le film a été diffusé dans 80-90 salles à peu près. J'étais en contact avec eux pour leur demander, parce qu'on n'a pas pu aller de partout, de bien vouloir nous représenter la fondation Frédéric Gaillan. Ils sont tous d'une intelligence remarquable, quoi. C'est fascinant, ils sont fascinants. Et les chiens aussi. Et les chiens sont magnifiques. Alors les chiens sont éduqués. Ah bah je les croise dans la rue. Et alors nous on a une petite chienne que malheureusement on n'a pas éduquée aussi bien que la fondation Frédéric Gaillan. Et elle est très turbulente comparée à ces chiens-là qui sont juste des amours. Voilà, ils ont pas le droit de monter sur le canapé. Nous, elle a le droit de monter sur le canapé. Donc il y a plein de trucs comme ça. Non, mais les chiens sont vraiment extraordinaires. Et puis pour eux, travailler
accompagner les enfants sur leur parcours scolaire, au cinéma, etc., des parcours qu'ils connaissent, parce qu'il y a vraiment un vrai travail que fait la Fondation. Pour eux, ce travail, c'est hyper valorisant. Ils s'ennuient sinon. Donc, ils sont faits pour ça. Alors, le film est diffusé à 18h le 5 février au Vox, à Avignon. Donc, encore merci à eux. Non, mais avec le document sur la cathédrale. Et à 20h, on embraye sur la cathédrale, sur Au cœur d'une restauration, sur un film d'1h30 dont on vient de parler. Et là aussi, on sera présents, nous, les réalisateurs, aussi bien pour la vie de Lys qu'Au cœur d'une restauration, pour participer au débat après la diffusion du film. Et là, on sera accompagné par soit des responsables du patrimoine, peut-être, je pense que Lucie Tourneux sera présente, ou alors Cédric, ou éventuellement d'autres artisans qui sont dans la région, parce que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la grande majorité des artisans qui sont intervenus sur la cathédrale de Saint-Véran-Cavaillon pour la restaurer sont de la région. Il y a une seule entreprise qui existe, qui était du nord de la France, c'est ceux qui ont restauré les lustres qu'on ne voyait pas avant de rentrer dans la cathédrale. Et là, ils ont été restaurés. Maintenant, on les voit. Beaucoup de nos cavaillonnais nous ont dit qu'ils venaient régulièrement à la cathédrale et qu'ils ne voyaient pas les lustres avant la restauration. Ils ont juste été nettoyés et éclairés et mis en valeur. Comme quoi, Et alors, figurez-vous que sur les lustres, il y a des petits dragons. Donc, je vous laisse venir voir le film pour savoir pourquoi il y a des dragons sur les lustres. Parce qu'il n'y en a pas que sur les lustres, il y en a un peu partout. Je pense qu'après la projection du 5 février au cinéma Le Vox Avignon, vous avez d'autres projets en Oui, vue. alors, il y a d'autres diffusions, bien sûr. Le film a déjà été diffusé au cinéma L'Éden à Nove, au Pâté Comédie à Montpellier. Et les prochaines diffusions dans la région, c'est le 26 février au cinéma Palace de Saint-Rémy-de-Provence, qui nous accueille pour la deuxième fois. Il va être diffusé au cinéma CGR de Carcassonne, au Palace de Lons-le-Saunier, au CGR de Montauban, à la Cigale à Cavaillon au mois d'avril. Donc là, le 3, le 4, le 5 et le 6 avril à la Cigale de Cavaillon. Donc je vous invite, si vous êtes cavaillonnais et que vous l'avez pas encore vu, de venir le voir. Et le 13 mai, je crois, au cinéma Le Select à Granville. Et là, il y a encore une vingtaine qui sont en attente. Donc, il faut qu'on s'en occupe, qu'on les appelle. Pour terminer l'émission, je trouve fantastique votre manière d'appréhender votre métier. C'est rare, vu tout ce qui se passe. Et cette passion, parce que vous mettez une passion extraordinaire dans vos documents, et c'est assez rare pour le souligner. Puis vous prenez des risques. Et ça, dans ce métier actuellement, prendre des risques, c'est très difficile. Hein. Eh oui, mais ça, on change du mal à changer sa nature, parce qu'il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, c'est d'arriver à transmettre un message positif aux jeunes. Parce que c'est pour eux, en fait, en définitive, qu'on fait tout ça, et c'est très important. Je sais que je me pose la question, aujourd'hui, si j'étais jeune et que je regarde le monde tel qu'il est, ça n'a jamais été simple, même, je dirais, à notre époque, même il y a 30 ans, mais il y avait des perspectives. Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu limité. Et je pense que nous, notre métier, qui est à la fois aussi un travail de journaliste et de documentaliste, c'est de dire à ces jeunes-là, regardez, c'est vraiment possible. Posez-moi ces téléphones, vite fait, ça sert pas à grand-chose. Arrêtez de vous regarder dedans, parce qu'il y a que vous dedans. Regardez autour, échangez, parce que c'est ça qui fait l'humanité. Pour finir, Thierry, je sais pas, il y aurait une dernière image que vous garderiez toute votre vie quand vous êtes rentré dans cette cathédrale Saint-Véran à Cavaillon avec tous ces artisans en main d'or. Il y aurait une dernière image qui resterait gravée. Le jour de l'inauguration, il y a eu un concert. Et donc, il y avait une vingtaine de musiciens qui étaient juste devant le cœur de la cathédrale. Et il y avait à peu près, 300-400 personnes qui sont venues assister à l'inauguration. Et là, on voyait dans le regard des gens de l'amour, en fait. Ils étaient heureux d'être ensemble. On sentait que leur âme était en train de briller. Et il y a eu une espèce d'égrégore. Et tout le monde était à l'unisson. Et ça, c'était grâce à la cathédrale, grâce au travail de tous ces artisans, et grâce à la volonté de la mairie, grâce aux forces et aux synergies de tous les gens qui se sont compris au bon moment sans faire d'efforts. Et puis j'aimerais terminer en disant que le Vaucluse, terre d'accueil, mais aussi
faut le répéter, le Vaucluse, terre de cinéma, hein, parce qu'il se tourne beaucoup de documents dans le Vaucluse, et c'est assez étonnant. Parce qu'il y a une belle lumière. Oui, mais je vois la réussite aussi des studios d'animation, je veux dire, à Avignon, etc. Et ça, c'est une porte ouverte aussi vis-à-vis des jeunes, absolument fantastique. Simplement un petit mot pour finir, vous avez un autre projet en tête, un documentaire? On en a beaucoup, ouais. On est en train, puisqu'on est sur la radio RCF, on est en train, alors, pratiquement au même moment que La vie de Lise et qu'Au cœur d'une restauration, on a commencé un tournage avec nos chères sœurs cisterciennes de l'abbaye de Blovac. Yes, ah oui. Ouais. Et donc c'est des femmes extraordinaires, vraiment on les adore. On est dans la joie tout le temps, c'est génial. Et donc le documentaire devrait être diffusé au mois de mars-avril prochain sur KTO, puisque KTO a pris les droits. Et donc il nous reste encore un petit peu de tournage et peut-être que le film aussi sera diffusé dans une version longue au cinéma, parce que ça c'est quelque chose auquel on tient en particulier. Ah oui, c'est étonnant. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour en parler. Non mais c'est étonnant, elles vous ont très bien accueilli, les sœurs. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Nous on veut rester là-bas, quoi. Là-bas, il se passe. Alors je vais vous dire, je vais faire une confidence. Sur certains tournages, beaucoup de tournages, en fait, ça va très vite. C'est-à-dire que nous, il faut vraiment que ce soit hyper actif. Il se passe des choses qu'on ne contrôle pas, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les gens, ils bossent, ils travaillent. Nous, on n'est pas là, on va pas leur refaire la scène. Donc, on est toujours un peu stressé. On est toujours un peu tendu, toujours dans l'expectative de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va tomber, qu'est-ce qui va se relever, est-ce que lui, il va passer à gauche ou à droite. Là-bas, on arrive là-bas, c'est zen. Je suis bien. J'ai les batteries, tout fonctionne, les caméras, il y a tout qui marche, quoi. C'est un miracle. Donc, c'est un plaisir. C'est fantastique. Bien, je vous redis, chers auditeurs et auditrices, la projection du 5 février au cinéma Le Vox Avignon sur ces 2 films, 2 documents de Thierry et Lana Jourdan. Faut absolument aller voir ces documents assez exceptionnels. Allez, en tout cas, merci Thierry pour tout. Merci Teddy, merci à vous. Pour votre travail. Et continuez surtout. Merci. Non, mais vous nous émerveillez, donc c'est très très important de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.